Imagine te réveiller un jour avec la troublante prise de conscience que la vie que tu mènes n'est pas vraiment la tienne, que chaque décision que tu as prise, chaque croyance que tu portes, et même les désirs qui te motivent, ne proviennent peut-être pas de la partie la plus profonde de qui tu es, mais plutôt des attentes, du conditionnement et des influences invisibles du monde qui t'entoure. Réfléchis-y. Quelle part de ton identité reflète ton moi authentique? Et quelle part est un masque soigneusement construit, façonné par les pressions extérieures? À quelle fréquence as-tu l'impression de jouer un rôle, de vivre, selon un script écrit par la société, par ton éducation, ou par les peurs qui murmurent en arrière-plan de ton esprit? Aujourd'hui, nous entamons une exploration de l'une des intuitions les plus profondes de Carl Gustav Jung. L'idée que la vie ne commence véritablement que lorsque tu te trouves toi-même. Mais que signifie vraiment se trouver? Est-ce simplement une question de prise de conscience de soi? Ou y a-t-il un processus plus profond, plus transformateur à l'œuvre? Reste avec moi, car en dévoilant les forces cachées qui façonnent ton identité, tu comprendras pourquoi la plupart des gens ne se trouvent jamais vraiment, et comment toi, tu peux te libérer. La révélation finale dont nous parlerons est la plus puissante de toutes. Elle a le potentiel de transformer non seulement la manière dont tu te vois, mais aussi la façon dont tu interagis avec le monde. Carl Gustav Jung était un pionnier de la psychologie des profondeurs, un penseur qui s'est aventuré au-delà des théories traditionnelles de l'esprit pour explorer les vastes royaumes cachés de l'inconscient. Contrairement à de nombreux psychologues de son époque, Jung ne croyait pas que le bien-être mental consistait simplement à s'adapter aux normes sociales. Il voyait plutôt la croissance psychologique comme un voyage vers l'individuation, le processus de devenir son moi le plus authentique. Mais voici la réalité. La plupart des gens n'entreprennent jamais ce voyage. Ils restent piégés dans une version d'eux-mêmes façonnée par des influences extérieures. Ils vivent selon des attentes, sans jamais se demander si la vie qu'ils mènent est réellement en phase avec qui ils sont. Ils cherchent la validation dans le monde extérieur, croyant que le bonheur vient de l'approbation, du succès ou de l'appartenance. Pourtant, au fond d'eux, il y a une agitation silencieuse, un sentiment inébranlable qu'il manque quelque chose. Jung croyait que la vraie vie commence lorsque nous cessons de fuir qui nous sommes. Mais avant de pouvoir parler de ce que signifie vraiment se trouver, nous devons d'abord comprendre ce qui empêche la plupart des gens de le faire. Dès l'instant où nous entrons dans le monde, nous sommes conditionnés. On nous donne des noms, des identités, des rôles prédéfinis. On nous enseigne ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, ce qui est récompensé et ce qui est puni. Ce processus est si subtil et progressif que nous le remettons rarement en question. Nous nous adaptons, nous nous conformons, et avec le temps, nous apprenons à réprimer les parties de nous-mêmes qui ne correspondent pas aux attentes placées sur nous. Repense à ton enfance. Y a-t-il eu des moments où tu t'es exprimé librement, seulement pour être confronté à de la désapprobation? Peut-être t'a-t-on dit d'être réaliste, d'arrêter d'être trop sensible, ou que certaines émotions et désirs étaient inappropriés. Lentement, tu as appris à cacher ces parties de toi, à les enfouir là où personne ne pouvait les voir. Et ce faisant, tu as commencé à construire un masque, ce que Jung appelait la persona. La persona est le visage que nous présentons au monde. Elle nous permet de fonctionner en société, de naviguer dans les relations et de gagner l'acceptation. Mais voici le problème. Plus nous nous identifions à ce masque, plus nous perdons le contact avec notre vrai moi. Nous commençons à croire que nous sommes la persona, oubliant qu'il y a quelque chose de plus profond en dessous. Et puis, il y a l'autre face de la médaille, l'ombre. Si la persona est ce que nous montrons au monde, l'ombre est ce que nous lui cachons. Elle est constituée de tout ce que nous avons rejeté ou réprimé en nous-mêmes, nos peurs, nos désirs inavoués, nos vulnérabilités et même nos forces cachées. Et voici où cela devient encore plus profond. L'ombre ne disparaît pas simplement parce que nous refusons de la regarder. Au contraire, elle opère sous la surface, influençant nos pensées, nos comportements et même nos réactions émotionnelles. Les parties de nous-mêmes que nous rejetons ne s'en vont pas. Elles se manifestent de manière inconsciente, souvent sous forme de projection. As-tu déjà ressenti une aversion intense pour quelqu'un sans vraiment comprendre pourquoi? As-tu déjà été déclenché par certains comportements chez les autres qui semblent provoquer une forte réaction émotionnelle? Jung croyait que lorsque nous sommes perturbés par des qualités chez autrui, c'est souvent parce que ces mêmes qualités existent en nous, cachées dans notre propre ombre. Mais et si je te disais que dans l'ombre réside la clé de la véritable découverte de soi? Que les parties de toi que tu as réprimées et ignorées ne sont pas tes ennemis, mais plutôt les pièces manquantes de ta complétude. La grande intuition de Jung était la suivante.
La croissance psychologique ne consiste pas à éliminer l'ombre, mais à l'intégrer. Il s'agit de plonger dans les profondeurs de ton propre inconscient et de faire face à ce que tu as nié. Car lorsque tu le fais, tu déverrouilles une source profonde de pouvoir personnel, d'authenticité et de liberté. C'est là que commence le vrai voyage. Es-tu prêt à affronter la vérité de qui tu es? À te libérer des illusions qui t'ont façonné? Car ce qui vient ensuite remettra en question tout ce que tu pensais savoir sur toi-même et ouvrira la porte à une vie qui est véritablement la tienne. La plupart des gens traversent la vie en croyant qu'ils savent déjà qui ils sont. Ils se définissent par leur nom, leur travail, leur culture, leurs expériences passées. Mais et si je te disais que ton identité est bien plus complexe que tu ne le penses? Que le moi que tu crois être n'est qu'une construction de surface, une fraction d'une réalité bien plus profonde et profonde? Carl Jung croyait qu'en chaque individu existe un monde caché, un vaste paysage intérieur complexe, rempli de souvenirs oubliés, d'émotions réprimées, de désirs non reconnus et d'un potentiel inexploité. Et la clé pour vraiment te trouver n'est pas de construire une nouvelle identité, mais de découvrir ce qui a été enfoui en toi. Prenons un moment pour réfléchir. As-tu déjà ressenti un désir profond et inexplicable pour quelque chose? De plus, une sensation qu'une version plus grande de toi-même attend d'émerger? Ce n'est pas juste de l'imagination. C'est la voix de ton inconscient qui t'appelle à quelque chose de plus grand. Jung appelait ce processus l'individuation. Il croyait que le véritable épanouissement ne vient pas de se conformer aux attentes extérieures, mais d'intégrer tous les aspects de nous-mêmes, le bon, le mauvais, la lumière et l'obscurité. Mais avant de pouvoir intégrer ces parties, nous devons d'abord les affronter. Et c'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Pourquoi? Parce que se confronter à soi-même est inconfortable. Cela exige de regarder des aspects de ta personnalité que tu as longtemps ignorés, de remettre en question des croyances profondément ancrées, de défier tes peurs et de faire face aux conflits internes qui ont façonné ta vie. Pense-y. À quelle fréquence évitons-nous le silence? À quelle fréquence nous distrayons-nous avec le travail, les réseaux sociaux, les divertissements ou n'importe quoi qui nous empêche de rester seuls avec nos pensées? Cette distraction constante n'est pas accidentelle. C'est un mécanisme de défense, une manière d'éviter les questions plus profondes qui persistent sous la surface. Mais peu importe combien nous essayons de les éviter, ces aspects cachés de nous-mêmes ne disparaissent pas. Ils se manifestent de manière inattendue, par l'anxiété, l'auto-sabotage, des relations insatisfaisantes, ou un sentiment persistant d'être perdu. Jung croyait que notre inconscient nous parle toujours, mais nous avons appris à ignorer ces messages. Cependant, si nous commençons à prêter attention, nous commençons à voir des schémas. Nous commençons à remarquer comment nos blessures les plus profondes influencent nos choix. Comment nos désirs réprimés façonnent nos comportements et comment les choses que nous craignons le plus contiennent souvent les plus grandes leçons. Prenons un exemple simple mais puissant. La peur du rejet. Beaucoup de gens traversent la vie terrifiés d'être jugés ou abandonnés. Ils cherchent l'approbation, évitent les conflits et répriment leurs vraies pensées pour maintenir l'harmonie. Mais d'où vient cette peur? Est-elle vraiment liée aux opinions des autres? Ou provient-elle de quelque chose de plus profond? Peut-être une vieille blessure, une expérience de l'enfance, un moment où ils se sont sentis invisibles ou indignes. Jung dirait que cette peur n'est pas juste une émotion, c'est un aspect de l'ombre du moi qui n'a pas été pleinement reconnu. Et tant qu'elle n'est pas mise en lumière, elle continuera à contrôler tes actions depuis l'arrière-scène. Mais voici la chose incroyable. Lorsque nous faisons enfin face à ces parties cachées de nous-mêmes, elles perdent leur pouvoir sur nous. Imagine un instant ce que ça ferait de vivre sans peur du jugement, de dire ta vérité sans hésitation, de prendre des décisions non pas basées sur ce que les autres attendent, mais sur ce qui résonne profondément en toi. C'est le pouvoir de l'individuation. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais de devenir davantage qui tu es vraiment. Mais comment commençons-nous? Comment découvrons-nous les forces inconscientes qui façonnent nos vies? Jung croyait que l'une des manières les plus puissantes d'accéder à l'inconscient est à travers les symboles, les rêves et l'introspection. Il voyait les rêves comme des messages du moi profond, révélant des vérités cachées sur notre psyché. Il mettait aussi l'accent sur l'importance de l'expression créative, l'art, l'écriture, la musique et d'autres formes d'exploration de soi, comme moyen d'accéder à l'inconscient et de l'intégrer. Mais peut-être que l'étape la plus importante est simplement celle-ci, la prise de conscience. Dès l'instant où tu commences à questionner tes pensées, tes réactions et tes croyances profondément ancrées, tu fais déjà les premiers pas vers la transformation. Dès l'instant où tu cesses de fuir l'inconfort et commences à l'affronter avec curiosité,
tu commences à recliner ton vrai moi. Parce que voici la vérité. La plupart des gens vivent toute leur vie comme des étrangers à eux-mêmes. Ils suivent les chemins tracés pour eux, sans jamais réaliser qu'ils ont le pouvoir de choisir quelque chose de différent. Ils répriment leur vraie nature, sans jamais comprendre que leur plus grande force réside dans l'acceptation de tout ce qu'ils sont, mais tu n'as pas à être l'un d'eux. Tu as le pouvoir de te libérer des illusions qui t'ont retenu, de te défaire des couches de conditionnement et de peurs qui t'ont empêché de vivre pleinement, de te plonger dans la plénitude de qui tu es, sans peur et sans excuse. Et dans la prochaine partie, nous allons explorer quelque chose d'encore plus profond, les archétypes cachés en toi. Ces schémas anciens, enfouis profondément dans ta psyché, détiennent la clé pour déverrouiller ton plus grand potentiel. Ce que tu es sur le point d'apprendre pourrait changer à jamais la manière dont tu te vois. Si le voyage pour te trouver était aussi simple que de prendre une décision, tout le monde vivrait déjà en alignement complet avec sa vraie nature. Mais comme nous l'avons vu, le processus est bien plus complexe. Il ne s'agit pas juste de choisir qui nous voulons être, il s'agit de découvrir les forces qui nous ont façonnés, de faire face aux parties de nous-mêmes que nous avons rejetées et de les intégrer dans une identité authentique et complète. Mais voici une question. Pourquoi nous sentons-nous attirés par certains comportements, désirs ou peurs? Pourquoi répétons-nous les mêmes erreurs ou tombons-nous dans les mêmes schémas, même lorsque nous essayons de changer? La réponse de Carl Jung était révolutionnaire. Il croyait qu'en chaque être humain existent des schémas universels, des empreintes psychologiques profondément enracinées qui influencent nos pensées, émotions et comportements d'une manière que nous ne comprenons pas toujours pleinement. Il appelait ces schémas des archétypes. Jung soutenait que les archétypes sont des images collectives anciennes, stockées dans ce qu'il appelait l'inconscient collectif, un niveau de la psyché partagé par tous les êtres humains, hérité des expériences de nos ancêtres. Ces archétypes façonnent notre identité personnelle, nos relations et même la manière dont nous percevons le monde. Pense aux histoires qui ont été racontées à travers l'histoire. Le voyage, du héros, le mentor sage, le méchant obscur, l'enfant innocent. Ces personnages apparaissent dans les mythes, les religions, la littérature et même dans nos rêves. Ils ne sont pas juste fictifs, ils représentent des forces psychologiques qui existent en chacun de nous. Et que nous en soyons conscients ou non, ces archétypes sont constamment à l'œuvre dans nos vies. Par exemple, considère l'archétype du héros. C'est la partie de toi qui aspire à un but, qui se sent appelé à quelque chose de plus grand. C'est la partie de toi qui cherche à surmonter les obstacles, à devenir plus forte et à atteindre une version supérieure de toi-même. Mais cet archétype n'existe pas isolément. Il est toujours accompagné de l'ombre. Comme nous l'avons discuté plus tôt, l'ombre représente les aspects réprimés et cachés du moi, tes peurs, tes faiblesses et même ton potentiel inexploité. Dans les mythes, le héros doit confronter l'ombre, souvent symbolisée par un monstre, un ennemi ou un grand défi avant de pouvoir véritablement évoluer. Maintenant, ramenons cela à la vie réelle. As-tu déjà eu un moment où tu savais que tu devais changer, mais quelque chose en toi résistait? Un moment où tu avais l'opportunité de devenir une version plus grande de toi-même, mais où la peur, le doute ou l'autosabotage t'ont retenu? C'est la bataille entre le héros et l'ombre qui se joue en toi. L'erreur que la plupart des gens font est d'essayer de réprimer l'ombre au lieu de la comprendre. Mais Jung croyait que la véritable transformation se produit lorsque nous intégrons l'ombre, non pas en la rejetant, mais en apprenant d'elle. Disons que tu luttes contre le doute de soi. Au lieu de l'ignorer ou de prétendre qu'il n'existe pas, Jung t'encouragerait à te demander « D'où vient ce doute ? Est-il vraiment le tien ou t'a-t-il été implanté par des expériences passées, des attentes sociales ou les voix des autres ? Quelles leçons contient-il ? Se pourrait-il que dans ton doute se cache en réalité une force cachée, comme l'humilité, l'introspection ou la capacité à voir les choses sous différents angles ? Lorsque nous commençons à voir nos luttes non pas comme des faiblesses, mais comme des messages de l'inconscient, tout change. Mais les archétypes vont au-delà du héros et de l'ombre. Il y a bien d'autres forces en nous, chacune jouant un rôle dans la formation de notre identité. L'un des plus puissants est l'archétype de l'anima et de l'animus. Jung croyait que dans chaque homme existe une part féminine cachée, l'anima, et dans chaque femme une part masculine cachée, l'animus. Ces notions ne concernent pas le genre au sens physique, mais l'équilibre des énergies en nous. L'anima représente l'intuition, l'émotion, la créativité et une connexion profonde avec l'inconscient. L'animus représente la logique, la structure, la discipline et l'affirmation de soi. Quand ces deux forces sont en équilibre, une personne se sent complète. Mais quand elles sont déséquilibrées, un conflit intérieur surgit. Par exemple,
Un homme qui rejette son anima peut avoir du mal à exprimer ses émotions, craignant la vulnérabilité comme une faiblesse. Une femme qui rejette son animus peut avoir du mal à s'affirmer, hésitant à prendre le contrôle de sa propre vie. Mais lorsque ces énergies sont acceptées plutôt que réprimées, elles deviennent une source de force immense. Et cela nous mène à l'une des vérités les plus importantes découvertes par Jung. Pour te trouver, tu dois embrasser toutes les parties de toi-même. La lumière et l'obscurité, le masculin et le féminin, le connu et l'inconnu. L'individuation ne consiste pas à devenir quelque chose de différent, mais à devenir complet. Mais il reste une dernière pièce à ce puzzle, une ultime révélation qui relie tout ensemble, et elle est peut-être la plus puissante de toutes. Car le plus grand obstacle à te trouver n'est pas seulement la peur, le doute de soi ou le conditionnement extérieur. C'est quelque chose de bien plus profond, caché dans la trame même de la manière dont nous percevons la réalité elle-même. Et dans la prochaine partie, nous allons le dévoiler. Ce que tu es sur le point d'entendre remettra en question tout ce que tu pensais savoir sur toi-même, et cela pourrait bien changer ta vie pour toujours. Tout au long de ce voyage, nous avons exploré les forces cachées qui façonnent ton identité, les masques que tu portes, l'ombre que tu réprimes, et les archétypes qui influencent tes pensées et tes comportements. Mais maintenant, nous devons confronter l'illusion la plus profonde de toutes, l'illusion du moi. Vois-tu, la plupart des gens traversent la vie en supposant que leur identité est fixe, qu'ils sont un moi unique et immuable qui évolue dans le temps, façonné par les souvenirs et les expériences. Mais Jung, ainsi que de nombreux grands philosophes et mystiques, comprenaient quelque chose de radical. Le moi n'est pas une entité statique. Il est fluide, en constante évolution, et bien plus vaste que ce qu'on nous a amené à croire. Et si la version de toi avec laquelle tu t'identifies en ce moment n'était qu'un fragment de quelque chose de bien plus grand, et si la personne que tu penses être n'était qu'une expression d'une conscience illimitée qui évolue depuis des siècles, à travers des vies, à travers la sagesse et l'expérience héritée, Jung a exploré cette idée à travers le concept du soi, non pas le petit moi, poussé par l'ego, qui s'accroche aux étiquettes et aux peurs, mais le vrai soi, la totalité de qui tu es, au-delà des illusions de l'identité. Et cette prise de conscience est à la fois libératrice et terrifiante, car elle signifie que tout ce que tu as cru être, toutes les peurs, les limitations, les histoires que tu te racontes, n'est pas la pleine vérité. C'est simplement une construction, un cadre temporaire bâti par l'esprit. Et voici la vérité la plus puissante de toutes. Tu n'es pas juste un être isolé traversant la vie. Tu es un vaste champ de conscience interconnecté, portant en toi la sagesse des générations, la profondeur de l'inconscient et un potentiel de transformation qui dépasse l'imagination. Mais si cela est vrai, pourquoi nous sentons-nous si limités? Pourquoi ressentons-nous de la souffrance, du doute et de la peur? La réponse réside dans l'ego. L'ego n'est pas l'ennemi, c'est simplement la partie de l'esprit qui crée un sentiment de séparation. C'est la voix dans ta tête qui dit « Voici qui je suis et voici qui je ne suis pas ». Il construit des murs, définit des frontières et te maintient attaché à des schémas familiers. Et bien que l'ego est un but, il est aussi le plus grand obstacle à la découverte de soi. Car en vérité, tu n'es pas limité à une seule identité. Tu es un être en constante évolution. Et dès l'instant où tu cesses de t'accrocher à l'idée de qui tu penses être, tu déverrouilles des possibilités infinies. Mais comment fais-tu cela? Comment vas-tu au-delà de l'illusion du moi et dans la plénitude de ton existence? Jung offrait un chemin qui demande du courage, une introspection profonde et une volonté de lâcher tout ce que tu pensais savoir sur toi-même. Premièrement, embrasse l'inconnu. La plupart des gens craignent l'inconnu parce qu'il représente l'incertitude. Mais l'inconnu est là où la croissance se produit, là où la transformation a lieu. Lorsque tu arrêtes de résister aux mystères en toi et que tu te penches sur eux avec curiosité, tu commences à voir le monde et toi-même avec des yeux nouveaux. Deuxièmement, relâche ton attachement aux étiquettes. Tu n'es pas juste ton nom, tu n'es pas juste ton travail, ton passé ou ta personnalité. Tu es quelque chose qui va bien au-delà de toute définition. Quand tu lâches les identités rigides, tu crées un espace pour que quelque chose de plus grand émerge. Troisièmement, écoute l'inconscient. Tes rêves, tes instincts, tes intuitions profondes, ils ne sont pas aléatoires. Ce sont des messages du soi qui te guident vers la complétude. Plus tu te connectes, plus tu commenceras à reconnaître des schémas, des synchronicités et des signes qui te mènent vers ton vrai chemin. Et enfin, abandonne-toi au processus. Te trouver n'est pas une destination. Ce n'est pas quelque chose que tu atteins et puis oublies. C'est un voyage continu,
un dévoilement de couches de vérité de plus en plus profondes. Et voici la révélation ultime. Tu n'as jamais vraiment été perdu. Tu as toujours été là. Le soi que tu as cherché a toujours été en toi, attendant d'être retrouvé. Alors maintenant, le choix t'appartient. Vas-tu continuer à vivre comme un fragment de qui tu es vraiment, lié par de vieilles peurs et illusions? Ou vas-tu avancer dans l'inconnu, en embrassant l'être vaste et illimité que tu étais destiné à devenir? Car la vie ne commence véritablement que lorsque tu te trouves toi-même. Et maintenant, tu connais le chemin. Merci d'avoir écouté.